Donc, on va à présent pouvoir commencer. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'IMAG. Je suis Chloé Quinonero, chargée des événements pour Climate Change. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, Climate Change, c'est une association internationale créée en 2015 qui cherche à fédérer l'ensemble des acteurs non étatiques reconnus par la CNUC, collectivités territoriales, entreprises et sociétés civiles. Nos trois missions principales sont partager l'information, via notre portail de l'action sur notre site web, analyser l'action grâce à l'Observatoire de l'action climat, fédérer les acteurs du climat et de la biodiversité grâce aux sommets et aux coalitions multi-acteurs. Au croisement de ces trois missions et pour poursuivre le travail multi-acteurs en dehors des sommets et des grandes rencontres, nous proposons mensuellement de janvier à juillet 2023 un espace d'échange sur l'action climat dédié au continent africain en partenariat avec Afrique 21, média de référence sur le développement durable en Afrique. L'IMAG s'enrichit d'analyses de l'Observatoire et chaque live donne ensuite lieu à la publication d'un magazine disponible en format PDF et consultable sur notre site web ainsi que sur celui d'Afrique 21. Donc, au sommaire aujourd'hui, on va vous montrer le programme. Tout d'abord, on accueillera Mélène Assewassa-Sama, chargée de projet Action Climat en Afrique à Climate Change, qui présentera la tendance sur les énergies renouvelables et un cas d'étude sur le Mali pour montrer comment et en quoi les énergies renouvelables constituent une opportunité pour l'accès à l'électricité en Afrique. Donc, bonjour Mélène. Et pour information, vous pouvez retrouver ces publications. Ça ne marche pas. OK. Donc, vous pouvez retrouver ces publications dans le bilan mondial de l'action climat par secteur qui est disponible sur notre site. On aura ensuite le plaisir d'accueillir Jean-Marie Tacouleux, rédacteur en chef du média Afrique 21, qui est partenaire de l'IMAG. Bonjour Jean-Marie, merci d'être avec nous. La rubrique sera sur les... OK, est-ce qu'on m'entend? OK, bon, je vais reprendre le sommaire, si c'est possible. Mélène. Merci. Du coup, je disais que la rubrique d'Afrique 21 portera sur les actualités du programme africain de mini-réseau et sur le financement des modes de cuisson propres en Afrique. Et suite à cela, nous passerons à la discussion qui sera structurée autour des questions suivantes. Comment la coopération à l'échelle locale renforce-t-elle l'accès aux énergies renouvelables pour les populations rurales? Et quelles solutions multi-acteurs mettre en œuvre? Donc pour cela, nous donnerons tout d'abord la parole à Mariam Messi, présidente de la coopérative SunPower Coop. Bonjour Mariam. Votre intervention portera sur le fonctionnement de la coopérative d'énergie de femmes fondée à Tétouan, dont l'atelier de fabrication de fours solaires est en cours de création, si je ne me trompe pas. Puis Massamba Gaye, chef de projet services essentiels pour GRET Sénégal, parlera d'un projet d'accompagnement des populations rurales à l'entrepreneuriat via la solarisation de leurs activités économiques. Donc bonjour et merci d'être avec nous. Pour finir, les 15 dernières minutes de l'IMAG seront consacrées aux questions-réponses avec le public et les intervenants. D'ici là, n'hésitez pas à envoyer toutes vos questions dans la discussion. Et je vous informe aussi par avance que cette partie-là, elle ne sera pas interprétée, sauf si on la commence avec un petit peu d'avance. Donc, encore merci à tous et toutes d'être présents. Merci aux intervenants. Et je vais sans plus tarder donner la parole à Mélène, chargée de projet Action Climat en Africa Climate Change, pour commencer à entrer un peu dans le vif du sujet avec un panorama du développement des énergies renouvelables en Afrique. Et pour info, on va vous partager dans la discussion les différents liens des publications auxquelles Mélène va faire référence. Merci Chloé. Est-ce qu'il est possible de... Voilà, merci. Je vais partager le PowerPoint avant. Alors, merci Chloé. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Mélène Assewassa-Sama, chargée de projet de l'action climat en Afrique. Et je suis aussi chargée du développement du nouvel observatoire de l'action climat en Afrique chez Climate Change.
Euh, Cet après-midi, je vous invite à découvrir avec moi un rapide panorama sur les énergies renouvelables en Afrique, notamment sous un angle des populations rurales. Alors, dans les cercles religieux, on dit souvent qu'au commencement était la parole. Cet après-midi, dans ce TIMAC, j'ai bien envie de dire qu'au commencement était l'énergie, dans le sens où, depuis la révolution industrielle à nos jours, la question de l'énergie a toujours été centrale. Elle est même la colonne vertébrale du fonctionnement de l'humanité, du fonctionnement de notre économie, dans le sens où, sans énergie, nous ne pouvons pas produire, nous ne pouvons pas nous déplacer. Et d'ailleurs, sans énergie, nous ne pourrions pas nous connecter ce soir à ce TIMAG. Et récemment, la question de l'énergie est au cœur de l'actualité, que ce soit du fait de la crise ukrainienne ou plus précédemment du fait de la crise du Covid, parce que à partir de cette crise-là, on a assisté à une flambée des prix de l'énergie, notamment les prix du carburant. Alors, cette flambée-là est d'autant plus palpable sur le continent africain, où les populations sont confrontées à une hausse, je dirais, scandaleuse des prix du carburant, qui ont un impact fort important sur le pouvoir d'achat des populations africaines. Et cela est encore plus inquiétant dans le sens où le continent africain lui-même est déjà confronté à un déficit énergétique depuis plusieurs décennies. Ce qui fait que finalement, nous sommes d'accord avec la plupart des analyses qui qualifient la question de l'accès à l'énergie du grand défi du continent africain. Pourquoi est-ce qu'on parle de grand défi? Tout simplement parce que rapidement, la population africaine a un faible accès à l'électricité. Si on prend par exemple la population africaine, nous représentons 17% de la population mondiale, mais paradoxalement, l'Afrique ne consomme que euh, moins de 6% des énergies produites dans le monde. Alors, au-delà de ça, on se rend compte que la moitié de la population africaine vit sans électricité. Cela représente à peu près 600 millions de personnes. Et quand on s'intéresse à l'Afrique de l'Ouest, c'est encore plus alarmant dans le sens où seulement 42% de la population ouest-africaine a accès à l'électricité. Et au-delà de ces 42%, on se rend compte que seulement 8% de la population rurale ouest-africaine a aussi accès à l'électricité. Alors, au-delà de ce facteur humain, lorsqu'on prend la question du développement économique, on se rend compte aussi que le développement économique en Afrique est limité par, encore une fois, le déficit énergétique. Alors, il y a un chiffre insolite, mais aussi inquiétant, qui voudrait que environ 80% des entreprises en Afrique subissent des coupures d'électricité, alors qu'en Europe, on est à 38%, ce qui représente un écart assez considérable. Et toujours dans cette dynamique-là, chaque année, selon les estimations, ces pénuries d'électricité coûtent au continent africain 2 à 4% de son PIB. Et si on s'intéresse un peu au secteur agricole, qui est le moteur du développement du continent, on se rend compte qu'il ne consomme à peu près que moins de 10% de l'énergie qui est destinée justement aux utilisations productives. Donc, à partir de ces éléments-là, on se rend compte que le retard de l'Afrique en termes d'énergie est assez conséquent et que les populations ont encore jusque-là un faible accès à l'électricité et cela est encore plus palpable en zone rurale. C'est ce qui justifie le choix assumé par nous dans le cadre de ce TIMAG-là de faire un focus sur les populations rurales. Alors, les chiffres sont peut-être alarmants, mais bien sûr, il y a à côté de l'inquiétude, il y a de l'espoir, dans le sens où de plus en plus, il y a des voix qui s'élèvent pour expliquer que les énergies renouvelables représentent une opportunité pour l'Afrique, une opportunité pour pallier ce déficit énergétique-là, une opportunité pour accélérer la transition énergétique et plus globalement écologique, tant recherchée par les pays africains. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, pour des raisons environnementales, tout simplement, enfin, l'économie africaine, le fonctionnement, la consommation de l'énergie en Afrique est essentiellement axée sur des énergies fossiles, alors que le continent vise une transition écologique et énergétique d'ici 2050. Donc, concrètement, les énergies renouvelables pourraient représenter une option plus qu'intéressante pour les pays africains. Une autre raison que j'ai mentionnée tantôt sont pour des raisons géoéconomiques et politiques, pardon, parce que avec les crises ukrainiennes et du Covid, les prix du carburant ont flambé dans la plupart des États africains. Et aujourd'hui, pour ne prendre que l'exemple de l'Afrique de l'Ouest que je connais particulièrement, les prix du carburant ont atteint un niveau jamais vu, ce qui fait que c'est de plus en plus
difficile de se déplacer, de plus en plus difficile d'entreprendre, de plus en plus difficile de mener à bien ses activités. Et paradoxalement, souvent, lorsqu'on évoque le fait que les énergies renouvelables pourraient représenter une alternative crédible pour l'Afrique, plusieurs personnes, ou en tout cas plusieurs voix opposent à cela le fait que le coût d'exploitation des énergies renouvelables est assez élevé. Alors, la bonne nouvelle, c'est que selon les estimations, le coût des exploitations, des infrastructures d'exploitation des énergies renouvelables est en baisse, ce qui fait que d'ici 10 ans, normalement, l'Afrique serait en mesure, devait être en mesure, pardon, d'axer la moitié de son mix énergétique sur les énergies renouvelables. Et enfin, bien évidemment, pour des raisons sociales, parce que il est important de passer par les énergies renouvelables pour garantir aux populations un accès universel et rapide à l'électricité, comme nous le verrons dans l'essentiel des projets qui seront présentés après moi. Alors concrètement, quand on parle de potentiel énergétique, de quoi parle-t-on? Un exemple, l'Afrique possède aujourd'hui 40% du potentiel mondial de production de l'ensemble des énergies renouvelables. Euh, vous conviendrez avec moi que c'est un chiffre assez important dans le sens où il y a 5 continents et un seul continent possède à lui seul 40%. Un autre chiffre aussi assez intéressant, c'est que le continent possède 60% du potentiel de rayonnement solaire enfin, dans le monde. Ce qui fait que, enfin, c'est en réalité un chiffre qui ne surprend personne dans le sens où le continent fait partie des plus exposés au soleil. Donc, c'est normal que quelque part, cette énergie solaire-là soit assez présente chez nous. Et enfin, on a aussi un potentiel de production éolien qui est estimé à plus de 978 millions de terawatts, 118 000, pardon, terawattheures par an. Ce qui est également important, mais ce qu'il faut préciser à ce niveau, c'est que ce potentiel éolien-là est répertorié sur une seule partie, enfin, 2 ou 3 régions du continent africain, puisque la puissance du vent n'est pas la même selon qu'on soit en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest ou en Afrique du Sud. Et plus récemment, il y a des études sérieuses aussi qui montrent que l'Afrique pourrait produire jusqu'à 50 millions de tonnes d'hydrogène vert chaque année d'ici à 2035. Alors, pour contextualiser, l'hydrogène vert aujourd'hui, enfin, c'est aujourd'hui le nouvel objet de quête, de combat, d'enjeux géostratégiques entre les grandes puissances et aussi l'objet de convoitise de plusieurs multinationales. Donc, imaginez que le continent africain soit capable de produire jusqu'à 50 millions de tonnes. C'est clair que l'Afrique sera positionnée, sera en position de force, justement. Alors, il y a un proverbe, un dicton de chez nous qui dit que c'est bien d'avoir de gros pieds, mais cela ne montre pas que vous êtes un grand coureur. Alors, ce que je vais dire par là, c'est qu'une chose est d'avoir le potentiel énergétique, une autre est de le mettre en œuvre. Et aujourd'hui, les États africains essaient depuis plusieurs années, avec, à coup de financement bien sûr insuffisant, d'exploiter ce potentiel d'énergie renouvelable à travers des infrastructures qui sont de plus en plus développées. Aujourd'hui, les pays d'Afrique du Nord, les pays d'Afrique de l'Est et du Sud sont les pionniers en matière d'exploitation d'énergie renouvelable. Mais rassurez-vous, les pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple, ne sont pas en reste. Et parmi les leviers identifiés justement pour accélérer l'exploitation de ce potentiel d'énergie renouvelable-là, il y en a deux. Il y a ce qu'on appelle les contrats d'achat d'électricité, en anglais les PPA, qui permettent de plus en plus aux États africains de développer et d'installer de plus en plus des infrastructures pour exploiter les énergies renouvelables. Alors en Afrique, on en a plus dans le secteur, dans le domaine solaire et dans le domaine de l'éolien. Étant donné que nous n'avons pas assez de temps, peut-être que nous reviendrons là-dessus dans les questions, mais je vous invite d'ores et déjà à regarder notre bilan de l'action publié cette année en 2022 récemment, et donc qui donne une large part à ces PPA-là qui permettent à l'Afrique d'exploiter ces énergies renouvelables-là. Un autre élément aussi, ce sont ce qu'on a appelé les mini-réseaux solaires décentralisés, qui sont aussi des leviers d'exploitation à un coût relativement réduit des énergies, surtout solaires, au profit des populations rurales. Alors, lorsqu'on parle de mini-réseaux solaires décentralisés, de quoi parle-t-on concrètement? C'est simplement des réseaux électriques, mais à une petite échelle. C'est souvent à l'échelle d'un village ou de plusieurs villages, mais la particularité de ces réseaux-là, c'est qu'ils sont déconnectés du réseau national et qui sont alimentés par une énergie solaire grâce à des panneaux photovoltaïques.
Et l'exemple sur lequel je vais m'appesantir, c'est le projet de mini-réseau solaire décentralisé au Mali, que vous retrouverez aussi dans notre bilan, qui a fait l'objet d'un cas d'étude. Alors ici, il s'agit d'un projet qui a permis à 32 villages issus de 6 régions, donc globalement 123 000 personnes, d'avoir accès à la fois à l'électricité et à l'eau. Alors pourquoi on dit à l'électricité et à l'eau? Parce que à partir de l'énergie produite par ces mini-réseaux solaires décentralisés, l'on a réussi à alimenter des pompes à eau qui ont permis aux populations d'avoir accès à l'eau potable, mais aussi d'irriguer leurs champs. Et donc, l'irrigation de leurs champs-là permet d'augmenter le rendement des populations. Et cette énergie aussi a permis à une certaine couche de la population, notamment les femmes, d'entreprendre et de développer un certain nombre d'activités. Et donc, si vous lisez le cas d'étude, vous verrez quelque part que ces mini-réseaux-là ont permis à une pharmacienne d'accroître son activité. Donc, le projet, concrètement, a été financé par un prêt de 9 millions de dollars issu du mécanisme de l'IRENA et du fonds d'Abu Dhabi, et il a eu un impact, un impact palpable dans le sens où il a permis de générer plus de 2000 emplois directs ou indirects. Et comme on est dans le domaine du climat, il faut aussi préciser que grâce à ce projet-là, 5000 tonnes de CO2 sont évitées chaque année. Et enfin, c'est un projet également qui prend en compte les 6 ODD. Voilà. Maintenant, en quoi cet exemple-là montre que, il y a une coopération multi-acteurs qui a permis de mettre au profit des populations rurales un mini-réseau et donc de leur garantir un accès à l'électricité. C'est tout simplement parce qu'il a permis de mettre en synergie plusieurs niveaux d'acteurs. D'abord, au niveau international, il y a eu l'implication de l'Agence internationale pour l'énergie renouvelable, dont je parlais notamment, l'IRENA, et aussi du Fonds d'Abu Dhabi. Ensuite, au niveau national, il y a eu l'implication de l'État malien, notamment de ses ministères, mais aussi des différents services qui sont rattachés au ministère. Et enfin, à l'échelle locale, il y a l'implication des collectivités locales, mais aussi des chefs locaux et donc des différentes couches dont on a parlé, des femmes. Et finalement, on se rend compte que ces acteurs-là, à plusieurs niveaux, se sont associés pour permettre aujourd'hui que ces zones rurales-là aient un accès facile à l'électricité. Alors, pour finir, je vous invite à aller plus loin en consultant notre bilan mondial dont je parlais tantôt, qui est en téléchargement libre, gratuit et je précise légal. Et vous pouvez aussi vous intéresser à nos précédents bilans, puisque nous en avons produit jusque-là 5. Et donc, celui de 2022 est le bilan de la 5e édition. Et vous avez plusieurs éléments comme des secteurs, des indicateurs, des tendances et des signaux. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Mélène, pour tes propos introductifs. Merci à celles et ceux qui participent aussi dans la discussion en apportant des informations sur le contexte dans leur pays. N'hésitez pas aussi à poser des questions si vous en avez. Si vous avez des questions pour Mélène, vous pouvez directement écrire tout ça dans la discussion. Avant de passer au panel, je vais maintenant donner la parole à Jean-Marie Tacouleur, rédacteur en chef d'Afrique 21. Jean-Marie, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit, est-ce que vous pouvez nous parler des actualités autour du programme africain de mini-réseau, qui est une initiative lancée par le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, dans plusieurs pays d'Afrique. Et on va pouvoir vous montrer aussi un petit aperçu du site d'Afrique 21 et des articles qui vont être mentionnés. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour Chloé, bonjour à tous. Alors, le programme en question sera mis en œuvre, est mis en œuvre par le programme des Nations Unies pour le développement. Et donc, le programme africain des mini-réseaux concerne 21 pays et vise justement à apporter une assistance technique au déploiement de ces systèmes solaires à travers la mise en place d'un environnement favorable aux investissements privés, car en Afrique, ce sont surtout les entreprises privées qui investissent dans l'électrification des zones rurales avec des mini-réseaux solaires. Une telle installation, il faut le rappeler, Mélène l'a souligné tout à l'heure, une telle installation est composée d'une petite centrale solaire, d'un système de stockage connecté à un petit réseau de distribution pour desservir une communauté, un village ou un ou plusieurs villages.
Le programme africain de mini-réseau a été lancé récemment en Somalie avec pour but de stimuler l'électrification d'un pays meurtri depuis plusieurs décennies par une guerre civile qui a empêché justement le développement d'un réseau unifié. Conséquence, 90% de l'électricité consommée dans ce pays de la Corne de l'Afrique est fournie par des mini-réseaux électriques alimentés par des générateurs diesel. Et donc, au-delà de l'électrification, l'enjeu est de remplacer ou d'hybrider ces systèmes polluants avec de l'énergie solaire photovoltaïque. Le programme africain de mini-réseau a également été lancé récemment au Nigeria avec le même objectif, c'est-à-dire accélérer l'électrification rurale. Et dans ce pays peuplé de plus de 200 millions d'habitants, 66% de la population n'a pas encore accès à l'électricité. Le gouvernement fédéral mise sur les systèmes décentralisés, notamment les systèmes solaires domestiques et les mini-réseaux solaires pour accélérer l'électrification des communautés rurales. Ces solutions sont largement déployées dans le cadre du programme d'électrification du Nigeria financé par la Banque mondiale. Et sur le terrain, ces systèmes solaires domestiques et les mini-réseaux solaires sont déployés par des entreprises privées à l'instar de la britannique Bbox ou encore de la française Engie Energy Access, la filiale du groupe Engie. On va parler de la cuisson propre. Ça, c'est le deuxième sujet qui est très souvent négligé hein, lorsqu'on parle de l'accès à l'énergie, enfin aux énergies renouvelables en Afrique. Alors que justement 900 millions de personnes en Afrique n'ont pas encore accès à la cuisson propre selon l'Agence internationale de l'énergie. Et pour réduire le déficit de financement de ce secteur évalué à 10 milliards de dollars par an, les acteurs du secteur, notamment l'Alliance pour la cuisson propre, se tournent vers les crédits carbone qui sont vendus par des négociateurs sur le marché international. Ainsi, l'Alliance vient de signer un partenariat avec la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et le programme Gold Standard dans le but de tirer parti des possibilités offertes par le financement du crédit carbone. La solution des crédits carbone est aussi explorée par le négociateur français des crédits carbone pour l'Afrique, AERA, qui travaille en partenariat avec Ecosphère Plus, un fournisseur de solutions de compensation basées sur la nature. Les deux partenaires vendent des crédits carbone donc pour financer l'accès à la cuisson propre et sur un chemin beaucoup plus classique. Notons quand même que le Fonds de l'OPEP pour le développement international soutient les efforts du gouvernement de Madagascar pour l'accès à la cuisson propre en accordant récemment un prêt de 36 millions de dollars devant servir à l'acquisition et la distribution de fourneaux améliorés dans l'optique de réduire la pression des populations sur les forêts. C'est l'un des plus gros, il faut souligner que c'est l'un des plus gros financements annoncés dans ce secteur ces dernières années. L'autre financement important a été enregistré il y a quelques semaines justement au Togo. Il s'agit de 16 millions de dollars accordés par la Société financière internationale, la filiale du groupe de la Banque mondiale, à Zener, une entreprise qui distribue des kits de cuisson à partir du gaz de pétrole liquéfié, ce qu'on appelle également le GPL, moins polluant que le bois ou d'autres produits dérivés tels que le charbon, largement utilisés en Afrique au sud du Sahara, Chloé. Ok, merci beaucoup Jean-Marie pour ce décryptage, à savoir que la cuisson propre est en lien direct avec le changement climatique pour tout ce qui est déforestation notamment, et on peut facilement aussi voir la convergence avec la biodiversité. Donc, comme vous le savez, ça a été rappelé par les propos introductifs de Mélène,
L'accès à l'énergie, ça reste un énorme défi pour le continent africain et il est essentiel pour atteindre l'ODD numéro 7, assurer l'accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne pour tous. Et c'est une question qui concerne tout particulièrement les zones rurales et les populations les plus vulnérables comme les femmes. Donc, en partant de ce constat et dans un contexte où les États peinent à mener des grands projets d'électrification des territoires, on se demandait aujourd'hui comment la coopération à l'échelle locale, elle va renforcer l'accès à une énergie renouvelable pour les populations rurales et quelles solutions multi-acteurs on peut mettre en œuvre. Mélène a un petit peu commencé à répondre dans son introduction. Et pour apporter plus d'éléments de réponse, on va se pencher sur 2 projets ou bonnes pratiques qui facilitent l'accès à l'énergie en zone rurale, donc l'un au Maroc et l'autre au Sénégal. Donc pour commencer, je vais donner la parole à Maria Messi. Vous êtes présidente de la coopérative d'énergie de femmes SunPower Coop à Tétouan, au Maroc, et vous avez pris part au projet FAREDEC, Femmes agranières et rurales engagées pour le développement économique inclusif et le climat, qui est supporté par l'organisation WECF, Women Engaged for Common Future. Donc, après nous avoir dit quelques mots sur le projet, on va aussi projeter quelques images qui illustreront vos propos. Est-ce que vous pourrez nous expliquer les modalités d'implication des acteurs du territoire dans la coopérative d'énergie et comment a été prise en compte la dimension du genre? Merci. Merci Chloé. Bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être invitée à cet échange. Merci à l'association Climat Chance pour cette invitation. Tout d'abord, je m'appelle Mariam Seh, je suis marocaine, la présidente de la coopérative féminine SunPower à Tétouan et doctorant à l'université Abdelmalek Sadi dans le secteur d'énergie renouvelable et transfert thermique. Mon intervention d'aujourd'hui va s'intéresser sur 2 questions. La première, c'est sur le projet FAREDEC, mon expérience avec ce projet. Et je vais expliquer les modalités d'implication des acteurs de territoire dans la coopérative d'énergie et comment la dimension de genre est-il prise en compte. La deuxième question, je vais essayer de répondre à la question des enjeux économiques et les difficultés que nous avons rencontrées dans la mise en place de notre coopérative. Je commence par projet FAREDEC. FAREDEC, femmes agranières et rurales engagées pour le développement économique inclusif et le climat. L'objectif de projet est le développement d'une filière énergie renouvelable locale par la création de coopératives féminines d'énergie qui fabriquent des solutions solaires simples et abordables, des cuiseurs et des séchoirs solaires dans les régions de Souss-Massa, c'est le sud du Maroc, et les régions de nord, au Tanger et Tétouan. Ce projet va ainsi promouvoir le développement inclusif et climato-résilient des territoires et la reconnaissance du rôle des femmes dans la transition énergétique et renforçant la place de la femme dans la filière d'énergie renouvelable. Alors, le projet est coordonné par WCF France et les mises en œuvre par l'ARD, JD, l'RMS au Maroc, ainsi que l'ENES en France. Mon expérience avec ce projet a été riche et intéressante. J'ai bénéficié de 2 sessions de formation sur la fabrication des séchoirs et des cuiseurs solaires, ainsi qu'une 3e formation d'ambassadrice solaire engagée pour une transition énergétique. Cette formation était pour former des jeunes ambassadrices capables de sensibiliser les gens autour de l'importance de l'utilisation des solutions solaires pour trouver des collaborations avec des ONG, des universités, les écoles, présenter et montrer le rôle des femmes dans la transition énergétique. Et après toutes ces formations, on a décidé de créer notre propre coopérative féminine à Tétouan. Donc, notre coopérative SunPower Coop est basée dans la faculté des sciences à Tétouan. On est spécialisé en la fabrication des solutions solaires comme des séchoirs et des cuiseurs solaires. Pour la première question, les modalités d'implication, on a une grande implication
Au début, c'est de la part du ministère du Tourisme, d'Artisanat et d'économie sociale et solidaire qui s'implique à travers de projets Moazara pour renforcer le tissu, disons, de la coopérative. Donc, c'est une implication par un petit enveloppe, encouragement pour les formations, etc. D'autre part, on considère le conseil régional ici de Tanger-Tétouan. Il prend de la coopérative féminine comme un modèle très important sur l'innovation et création des solutions solaires. Également, l'ODECO, c'est qui est l'Office de direction de création des coopératives. Ils ont déjà signé une convention partenariat dans ce sens avec l'RMS dans le cadre de projets Faridic pour développer l'entrepreneuriat féminin dans le secteur d'économie verte, en particulier le développement de notre coopérative. Et en même temps, la région est disponible d'aller d'encourager beaucoup plus loin pour développer notre coopérative. Et finalement, on a l'implication de la faculté des sciences de Tétouan qui nous a cédé tout un atelier pour la fabrication des solutions solaires et un bureau pour mener la gestion administrative de la coopérative. Et sans oublier l'intervention de la Chambre de commerce de Tétouan qui nous facilite et qui ont été toujours à notre côté en nous facilitant l'espace pour la formation, renforcement des capacités et pour donner réponse à n'importe quelle question. Donc voilà, l'appel au moins les modalités et les applications des acteurs locaux. Pour la deuxième question, les défis. Bon, c'est normal, c'est une coopérative et il y aura des difficultés au niveau économique et au niveau d'implantation. C'est vrai, louer un atelier, mettre des machines, la coupe et la manipulation, c'est difficile donc de trouver un atelier à Tanger en Tétouan, mais grâce à l'intérêt du doyen de la faculté de sciences pour aider les lauréats de la faculté, on a aujourd'hui l'atelier à Béron. Des difficultés rencontrées ici au niveau de démarrage, au niveau de fonds, non seulement achat de matériel, mais vraiment faire des études commerciales, élaborer des business plans, les tests de performance, etc. Ce sont des sujets qui posent énormément de questions, la partie budgétaire. Mais grâce aux bailleurs de fonds, grâce à Projet Faridic, on a pu surmonter à ces obstacles et au financement de l'Agence française de développement AFD en premier instant et aussi à l'implication du ministère marocain d'économie solidaire à travers, comme j'ai déjà dit, le programme Azara. Et finalement, à travers de l'Agence espagnole de coopérative pour le développement qui nous appuie énormément et qui vont financer durant 2 ans jusqu'à la fin de 2024. Ils vont prendre en charge la partie, disons, études de marché, stratégie commerciale, création des réseaux pour impulser la coopérative et éliminer de façon radicale les difficultés rencontrées au niveau économique. Et finalement, je veux dire qu'on est vraiment chanceuse d'avoir tous ces partenaires et on va se lancer, on va aller très très loin dans ce secteur et vers tout ce qui est énergie verte et protection d'environnement. Merci. Merci Mariam. On a peut-être une petite minute pour revenir un peu sur la prise en compte de la dimension du genre dans le projet, si vous voulez revenir un peu sur ce sujet-là. Et ensuite, on vous laissera aussi partager la page Facebook de la coopérative dont a parlé Anne dans la discussion. D'accord. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. S'il y a des questions, je ne sais pas. Ok, on prendra les questions à la fin. Alors, du coup, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans la discussion au fur et à mesure de l'IMAG. Merci encore, Mariam, pour la présentation. Pour information, le projet Faredec qui figure aussi sur notre cartographie de l'action, qui est une carte
interactive qui recense plusieurs types d'actions climat et cas d'études partout dans le monde. Tous les acteurs peuvent contribuer en déposant leur projet. Donc, vous pourrez la trouver, on l'a mise dans la discussion, on pourra la remettre pour ceux qui sont intéressés. Et sans plus attendre, je vais donner la parole à Massamba Gaye. Vous êtes chef de projet service essentiel pour l'ONG GRET Sénégal et portez notamment un projet de solarisation des activités entrepreneuriales en zone rurale au Sénégal. Rappelons que l'accès à l'électricité, c'est un enjeu d'autant plus important en Afrique subsaharienne, où moins de 10% du territoire dispose d'une couverture électrique. Donc, Massamba, en quoi consiste le projet? À quels besoins, contexte répond-il? Quels sont les acteurs impliqués? Bonjour à tous, merci Chloé. Donc, moi, je me nomme Massamba Gaye, je suis chef de projet énergie au GRET Sénégal. Le GRET est une ONG internationale de droit français qui intervient à l'échelle monde dans différentes thématiques, dont les énergies renouvelables, et donc à travers des représentations pays dans le Sénégal. Et donc, je m'en vais vous faire la présentation du projet usage productif de l'énergie solaire, qui est un projet qui s'inscrit dans un contexte global. Je pense qu'il y a Mélène et Jean-Marie qui sont revenus sur les enjeux d'accès à l'énergie au niveau de l'Afrique subsaharienne, notamment les énergies renouvelables. Et donc, dans le contexte national, il y a l'État du Sénégal aussi qui s'est inscrit dans l'atteinte des ODD d'ici 2025 avec l'accès universel et avec un axe aussi important qui est dédié à tout ce qui est énergie productive. Et c'est dans ce cadre donc qu'il y a le projet usage productif que nous avons expérimenté avec l'appui financier et technique de la coopération allemande, la GIZ, mais également l'accompagnement technique de l'Agence nationale des énergies renouvelables, qui est l'agence de l'État dédiée à tout ce qui est question d'usage productif de l'énergie au niveau du Sénégal. Voilà. Donc, par rapport à cela, en fait, le GRET intervient dans différentes thématiques, dont les thématiques liées à l'entrepreneuriat, qui accompagnent aussi des activités donc autour des emplois verts, tout ce qui est transformation, par exemple, de produits agroalimentaires, tout ce qui est fabrication, outillage et entretien de machines et engins agricoles, également tout ce qui est développement de l'agroécologie, mais aussi développement de la biomasse, à l'exemple de la transformation du TIFA en biocombustible. C'est des activités qui existent depuis pratiquement plusieurs années, donc avec l'accompagnement du GRET, et d'où activités à travers lesquelles l'énergie occupe une place importante. Donc jusque-là, on voit que c'est des acteurs qui avaient pas du tout accès au réseau parce que dans des zones enclavées, et donc qui faisaient souvent des kilomètres pour avoir soit le carburant, gasoil ou essence pour faire fonctionner le groupe électrogène. Et donc, on s'est dit comment le projet UPE serait une solution pour rebondir dans ces activités et essayer d'apporter la solution solaire et aussi d'essayer d'apporter tout ce qui est accompagnement organisationnel derrière donc l'accès à l'énergie. Parce qu'on est resté convaincu que certes, l'accès à l'énergie est un facteur bloquant pour le développement économique et social, mais derrière ça, il y a tout ce qui est donc tout ce qui est organisation, gestion, donc accompagné. Comme l'a dit, je pense que Mélène, le fait d'avoir des pieds ne peut pas forcément dire qu'on peut arriver à courir ou marcher rapidement. Voilà. Donc ça, c'est le contexte global du projet. À rappeler qu'il y a une présentation PowerPoint que Chloé va sûrement partager après. Et donc, comme je l'ai rappelé, c'est un projet pilote à travers lequel on essaie de voir en quoi l'accès à l'énergie serait donc une solution pertinente pour booster les activités économiques locales. Et si pertinent aussi, quelles sont les technologies, mais les activités sur lesquelles donc on devrait davantage mettre l'accent pour essayer donc de promouvoir l'accès, donc de promouvoir la mise à l'échelle de ces projets. Et c'est par rapport à ça que nous avons expérimenté la solarisation de 4 activités principales. Je les ai précitées. Donc, la première, c'était d'accompagner un peu le développement du biocombustible TIFA. Donc, le biocombustible TIFA pour essayer un peu de voir comment on pourrait solariser donc, les presses qui permettent de faire le briquetage de ces produits. Ensuite, deuxième activité, c'est l'agroécologie avec des groupements de femmes. Donc, pratiquement 2 groupements, pour chaque groupement, une trentaine de femmes qui travaillent sur l'agroécologie dans la zone du bassin arachidier au niveau du Sénégal. La troisième activité aussi, c'est l'accompagnement de 5 groupements qui font la transformation agroalimentaire, donc tout ce qui est séchage de fruits, légumes, céréales locales et farines améliorées pour les enfants.
Et par rapport à ça, c'est des groupements, disons, pratiquement de femmes avec quelques hommes qui appuient sur certaines tâches sur la chaîne de travail. Et la dernière activité, c'est un peu donc des menuisiers métalliques qui sont dans une zone, disons, une zone à vocation forte agricole, mais où l'accès à l'énergie est souvent aussi un défaut, c'est la zone un peu de Kolda, de la Casamance. Et là, c'est des artisans qui font la fabrication et donc maintenance de tout ce qui est machines et engins agricoles. Donc, en gros, ce sont ces 4 types d'activités sur lesquelles le projet est rebâti pour apporter un peu la solution solaire avec différentes puissances en fonction des besoins de ces acteurs. Donc, le processus a été d'abord de faire le diagnostic socio-économique pour comprendre l'activité, donc quels sont les leviers de l'activité, quels sont les facteurs bloquants, et essayer de voir donc en quoi l'énergie serait pertinente pour booster l'activité. Et le deuxième, c'est le diagnostic technique pour voir donc les machines qui sont utilisées et essayer de voir donc quelle puissance serait adaptée aux besoins donc par rapport aux machines sur lesquelles les acteurs travaillent. Et suite à cela, il y a tout ce qui est dimensionnement et installation des systèmes solaires qui a été effectué. Mais au-delà de ça aussi, l'élaboration de plans d'affaires, de business plan pour comprendre la situation de référence avant le solaire et ensuite, une fois que l'installation soit faite, essayer donc de suivre l'évolution des activités pour à un moment donné essayer donc de voir comment évaluer donc l'impact ou les impacts que le solaire a apporté sur l'activité donc de ces acteurs précités. Après cela aussi, comme je l'ai dit, derrière l'installation solaire, il y a tout ce qui est accompagnement. C'est des acteurs qui sont souvent informels en amont, donc d'où l'accompagnement en structuration, organisation donc, du travail, gestion économique et financière, mais aussi tout ce qui est gestion des comptes séquestres pour un peu anticiper sur les besoins de renouvellement, mais également d'entretien donc des machines, des systèmes solaires qui sont installés. Et aussi appui à la structuration donc, en réseau pour faciliter la commercialisation des produits et des services qui sont délivrés par ces acteurs. Et derrière ça aussi, il y a l'accompagnement donc que le GRED a apporté à l'ANER et à la GIZ pour mettre en place une plateforme nationale qui regroupe l'ensemble des acteurs qui travaillent sur les questions d'usage productif pour essayer de porter davantage le plaidoyer pour que donc le cadre favorable étatique puisse donner davantage de la place aux questions d'énergie productive, mais aussi qu'on puisse davantage mutualiser nos forces et essayer d'harmoniser nos interventions. Alors, un petit focus sur l'aspect genre, comme Chloé l'a dit. En fait, nous, le projet que nous avons expérimenté a davantage mis l'accent sur l'approche genre, parce qu'au GRED, on a donc ce chantier de promouvoir davantage le genre dans nos projets. C'est pour ça que si on voit la liste des groupements entrepreneurs accompagnés, on peut dire que les 70% pratiquement, ou bien les 60% pratiquement sont des femmes. Surtout à travers les groupements où on voit que ce sont les femmes qui portent carrément le leadership et qui essaient donc de booster leur activité et de renforcer donc un peu donc leurs revenus économiques. Après cela aussi sur les enjeux d'acteurs locaux impliqués, comme on l'a dit, en fait, nous on reste convaincus que le solaire ou bien l'énergie est transversale et donc ça permet donc de booster pas mal d'activités, mais derrière ça, il y a tout ce qui est question donc de l'accès au financement, question de suivi, question de commercialisation, entre autres. C'est pour cela que nous, on a mis l'accent aussi sur la mise en relation des acteurs locaux, c'est-à-dire que les collectivités, par exemple... Massamba, peut-être si c'est possible, allez un petit peu moins vite. On a le temps, vous pouvez parler un peu moins vite. Merci. Voilà. Donc, pour ce qui est de la mise en relation, il y a déjà donc le portage, disons, institutionnel des projets d'usage productif. Par exemple, si je prends le cas de l'État, nous avons l'ANER qui est la structure étatique qui suit tout ce qui est projet d'usage productif. Et puis, à l'échelle locale, il y a les collectivités territoriales, les communes, mais aussi donc d'autres services étatiques au niveau local qui interviennent sur des activités où l'énergie occupe une place importante. Et pour cela, donc, on a insisté sur le portage politique de ces projets afin que donc, dans la planification locale, qu'on puisse davantage essayer de prendre en compte davantage l'énergie productive pour ces activités. Ensuite, il y a aussi la mise en relation entre, par exemple, les entrepreneurs, les groupements, les entrepreneurs, la mise en relation avec le secteur privé qui se charge de tout ce qui est, par exemple, fourniture et installation des systèmes solaires, afin qu'au-delà du projet, une fois qu'il y ait ce besoin d'avoir les systèmes solaires, que l'acteur lui-même puisse être capable de démarcher donc ses besoins auprès du secteur privé local qui se charge de la fourniture et d'installation des systèmes solaires. Au-delà de ça, ensuite, il y a ensuite la mise en relation entre les acteurs économiques
et les structures financières, à savoir les banques et les instituts de microfinance, parce que souvent, on a vu que l'accès au financement est un facteur bloquant pour l'accès à l'énergie productive. Je prends le cas de ces artisans qui font les machines agricoles. C'est des activités qui sont souvent pas très bien connues par le secteur financier, le secteur bancaire, ce qui entraîne un peu la réticence que les acteurs ont par rapport donc à donner des financements pour ces acteurs économiques. Et donc, l'idée était de travailler sur les plans d'affaires, à présenter un peu donc au secteur financier pour montrer un peu donc la pertinence que le solaire pourrait apporter sur l'accès, sur le développement économique des activités et par conséquent, comment l'énergie pourrait un peu donc atténuer les risques financiers pour le remboursement de tout ce qui est crédit, afin d'inciter donc le secteur bancaire à pouvoir davantage accorder une place importante au financement pour l'accès aux énergies renouvelables. Donc, il y a cette mise en relation des acteurs sur lequel nous, on a essayé de travailler davantage, mais il y a toujours donc l'enjeu de pousser, encore une fois. Et ensuite, pour finir sur la partie accès au financement, comme nous l'avons dit, en fait, cette méconnaissance des solutions techniques et la méconnaissance des business plans, des modèles d'affaires, plans d'affaires, fait que souvent, donc, il y a cette réticence des structures financières à apporter un financement pour accorder des crédits à ces acteurs économiques. Et par rapport à ça, donc, nous, on reste convaincus qu'il y a certes le marché à développer, c'est-à-dire essayer de passer par une approche de crédit, location, vente, RBF, pay-as-you-go, pour booster l'accès à l'énergie. Mais pour que ça soit plus favorable, il y a aussi donc l'enjeu de soutenir certains business models à pouvoir assurer davantage de transition énergétique. Et cet appui passe, par exemple, par des fonds de subvention que les États, les partenaires financiers pourraient mettre à disposition pour avoir des fonds de garantie, mais aussi essayer de réfléchir sur davantage comment on pourrait davantage réduire donc tout ce qui est taxe autour de l'accès à l'énergie, ou bien en tout cas autour des équipements, des produits qui sont fabriqués à partir donc de l'utilisation des énergies renouvelables. Et aussi, derrière tout cela aussi, garantir un appui technique aux acteurs pour que les acteurs puissent avoir donc des conseils techniques sur les choix technologiques et techniques les plus pertinents et aussi comment les utiliser, comment essayer de mutualiser par rapport donc à l'utilisation. Donc, en gros, c'était un peu ça sur la question un peu des financements. Je crois qu'on a fait le tour. Et pour finir, je dirais qu'au Sénégal, il y a différents projets qui ont été expérimentés sur les usages productifs. Et actuellement, l'enjeu majeur, c'est de parler de mise à l'échelle, mais laquelle mise à l'échelle passerait d'abord par la capitalisation de l'ensemble des expériences qui ont été expérimentées, essayer d'en tirer les leçons qu'il faut et voir quels sont les leviers essentiels sur lesquels on devrait actionner pour davantage booster les projets d'énergie productive, mais de manière durable et de manière sécurisée. Je vous remercie. Merci Massamba pour la présentation et pour être revenu sur la thématique, l'aspect de l'accès au financement. Peut-être que Mariam, vous souhaitez réagir en parlant un peu du modèle économique de la coopérative. Alors, comme j'ai déjà signé, on a encore un support de l'Agence espagnole de coopérative pour le développement et qui vont nous financer durant 2 ans jusqu'à la fin de 2024. Ils vont prendre en charge la partie, disons, de études de marché, la stratégie commerciale, etc. Et j'aimerais de passer la parole à M. Souaidi, Mohamed Souaidi, notre cher partenaire du GD, Coopérative Initiative Sociale, si vous voulez, pour bien comprendre le modèle économique de notre coopérative. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Merci Mariam, c'est très intéressant. Bonjour Chloé. Je remercie à tous les organisateurs de Climate Change de cette conférence, à tous les participants et participantes. Donc, nous sommes une ONG hispano-marocaine. On travaille dans la coopération pour le développement dans le cadre du ministère ou la ligne de la coopération espagnole. Nous sommes partenaires dans le programme Faradec avec WCF. Nous sommes la partie prenante, disons, au nord du Maroc et nous sommes l'organisation qui a accompagné la création de la dite coopérative des
Feminism Power Coop, qu'on trouve qu'ils ont beaucoup de volonté, prédisposition, motivation, etc. Donc, pour ne pas retarder, pour ne pas prendre un grand espace de temps comme commentaire, donc j'essaye de donner une brève situation de la coopérative. À date actuelle, on a la subvention de l'Agence espagnole de coopération pour accompagner la coopérative pour qu'elle puisse commercialiser ses solutions solaires. C'est la chose la plus importante qu'il faut faire. Et on va les encadrer dans le cadre de l'élaboration de business plans, stratégie commerciale, techniques de vente, etc. On va créer des pôles de commercialisation. C'est la chose pour surmonter les obstacles économiques. Il faut vendre, il faut sensibiliser, il faut diffuser, il faut répliquer, etc. Donc, nous, on a toute la confiance parce qu'on a déjà ce fonds jusqu'à fin 2024. Et avec nos chers partenaires WCF, REMES et tous les partenaires, on essaye de mobiliser d'autres fonds à travers d'autres bailleurs de fonds. Et pourquoi pas, on va essayer de faire le transfert de savoir-faire de la fabrication des solutions solaires à d'autres pays, chers pays et collègues de l'Afrique. Donc, les obstacles économiques, nous, comme des experts, on ne considère pas qu'il s'agit d'un problème, mais plutôt il peut être surmonté. Le problème, c'est quand on ne trouve pas la motivation et l'implication et le compromis. Ça, on le trouve chez nos belles filles qui s'adhèrent et qui s'adaptent et qui veulent changer ou donner des solutions dans le contexte du changement climatique et cette transition énergétique. Et merci. Ok. Et je redonne l'espace à d'autres collègues. Merci. Merci beaucoup Merci, pour ce complément d'information sur le projet FAREDEC. On a aussi normalement avec nous Johan Zaba du CRC Lomé, du Centre régional de coopération de Lomé. Si vous avez aussi peut-être envie de réagir sur ce sujet de l'accès au financement. Alors, merci d'abord de me donner l'opportunité de m'exprimer. Je crois que je m'étais déjà exprimé un petit peu sur cet accès au financement lors des précédents IMAG. Déjà, je salue les différentes initiatives qui sont en cours donc dans les différents pays et on voit qu'il y a beaucoup d'engouement, beaucoup d'énergie qui est mobilisée et que l'accès au financement, c'est quelque chose qui est donc un élément clé dans la réussite de la mise en œuvre des différents projets. Au niveau du centre de collaboration régionale, on a pour vocation donc de coordonner un certain nombre d'actions climatiques et aussi de renforcer l'information sur les guichets climat qui sont disponibles pour le secteur privé, pour la société civile et aussi pour les États. Et on a également la chance de faire partie d'un grand nombre de réseaux, notamment l'Alliance ouest-africaine pour le climat et les marchés carbone et donc pour la finance climat, ce qui nous donne accès à des bases de données assez intéressantes et assez utiles. Donc, le commentaire que moi je ferais, ce serait d'évidemment ne pas hésiter à prendre contact avec le Centre régional de collaboration de Lomé pour avoir à notre niveau les bases de données qui sont les plus pertinentes pour vous en fonction des thématiques. On aborde différentes thématiques. L'énergie est au cœur des thématiques qui sont abordées par le centre régional. La plupart du temps, c'est abordé à l'échelle nationale, évidemment, parce que ce sont des enjeux qui sont très lourds et j'allais dire énergivores, mais très friands de financement de haut niveau. Mais il y a des initiatives qui ont été développées, je pense notamment à la CDO qui a développé à travers son agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation des projets d'adaptation au changement climatique qui ont permis par exemple en Mauritanie de produire un modèle de production en plein désert de production soutenue par de l'énergie solaire grâce à de l'irrigation avec des pompes solaires. Ça a eu des résultats extrêmement intéressants avec des financements qui sont venus donc de la CEDEAO, pas directement, mais qui a été permis par l'accompagnement vers des guichets climat adaptés. Et donc, là où il y a un intérêt de se rapprocher justement de ces institutions-là, c'est de mieux comprendre leurs mécanismes d'attribution de subventions, de prêts, de toutes les différentes formes de financement qui existent et de savoir où les trouver
parce que ce que je constate, c'est que souvent, les acteurs ne savent pas où trouver les guichets qui sont adaptés, sachant que les guichets ont également des spécificités. Certains sont plus enclins à financer l'adaptation, d'autres la biodiversité, d'autres l'énergie. Et en fonction des bailleurs aussi, il y a des bailleurs qui s'intéressent beaucoup plus à l'énergie, comme la coopération suédoise avec l'ASTI, ou alors le fonds suisse. Et donc, c'est nous pouvons vous orienter là-dessus. Nous serons très disponibles et comme d'habitude, je partagerai encore le contact du Centre régional de collaboration. Et n'hésitez pas à nous poser des questions très pragmatiques sur qui contacter, quel type de financement sont adaptés au projet que nous sommes en train de mener, qui sont les interlocuteurs les plus adéquats. Bien sûr, nous, on va toujours vous pousser à ce qu'il y ait cette dimension climat et que cette additionnalité climat soit bien développée, mais dans tous les cas, on vous accompagnera quoi qu'il en soit. Merci C'est ce que je beaucoup. voulais apporter. Merci, Yoann. Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions parmi les intervenants, Mélène ou Jean-Marie. Sinon, on avait une question. Je pense que l'intervention de Yoann a permis de répondre à déjà pas mal de questions qui avaient été posées sur l'accès au financement, les mécanismes de financement disponibles. Donc, n'hésitez pas à contacter le CRC Lomé si vous avez plus de questions. Et il y avait une question pour Mariam qui avait été posée tout à l'heure sur les défis liés à votre statut de jeune femme ingénieure que vous avez pu rencontrer. Alors, mon premier défi lié à mon statut comme jeune femme ingénieure, c'est un problème majeur qui rencontre la plupart des jeunes femmes, c'est de trouver un emploi, un métier au Maroc. Mais grâce à Projet Faridik, maintenant j'ai un métier, un emploi, je vais suivre ma passion et contribuer au développement de territoire. Et non seulement un métier pour moi, mais pour d'autres jeunes filles. Et on va, ça va encourager de démontrer comment les femmes engagées dans ce secteur peuvent réussir. Donc, merci à Projet Faridik. Merci Mariam. Il y avait aussi une question pour Monsieur Gaï sur le niveau d'implication des maires dans le projet du GRET. Ok, merci de la question. Donc, comme je l'ai dit, en fait, le GRET travaille suivant une approche territoriale, donc qui met au devant de la scène les acteurs locaux à savoir surtout les autorités locales comme les maires. Et si je prends le cas précis de ce projet UPE, donc où l'implication des communes dans le projet a été à différents niveaux. D'abord, le projet a permis aux maires de communes de mieux connaître les activités existantes au niveau local. Si je prends le cas, par exemple, des menuisiers métalliques ou bien des groupements qui font la transformation du TIFA en biocombustible, ce projet a permis de mieux renforcer les liens entre ces acteurs et les communes. Il y a la connaissance de l'activité existante et par conséquent, ça a pris en compte dans la planification du développement territorial. Et au-delà de ça aussi, il y a aussi l'implication donc des communes qui, à travers des fonds de subvention, par exemple, de tout ce qui est transformation de produits locaux. Par exemple, aujourd'hui, ce projet a permis aujourd'hui aux communes de voir comment, par exemple, s'il y a un marché public local d'achat, par exemple, de matériel tel que les moulins et tout, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt confier ces marchés aux artisans locaux plutôt que de venir à la capitale pour acheter des équipements qui ne sont pas forcément adaptés au contexte? Donc, ce sont ces différents niveaux d'action sur lesquels on essaie d'impliquer les communes à travers ce projet pour mieux renforcer toujours les liens entre acteurs au niveau local. Merci. Ok, merci. Donc, je n'ai pas vu passer d'autres questions. S'il y en a, n'hésitez pas, c'est encore le moment. Sinon, on peut peut-être faire maintenant la photo de groupe. Si vous voulez bien allumer vos caméras, toutes et tous, si la connexion vous le permet. Voilà, on commence à vous voir.
Et après la photo, on vous parlera des prochains événements. Et s'il n'y a pas d'autres questions... Ah, Anne, vous aviez levé la main. Anne Barr, si vous voulez prendre la parole. Je ne sais pas si ça date de maintenant ou pas. Oui, excusez-moi, c'est difficile pour moi de prendre la parole parce que je suis en voiture route et la connexion n'est pas très bonne, mais en revanche, j'aurais voulu réactiver ma caméra et ça ne fonctionne pas, je suis désolée. D'accord, pas de souci, c'est pas un problème. On peut peut-être... Donc, si tout le monde est prêt et prête, on va peut-être prendre la photo. Je vais faire un décompte. Ok, donc à 3, faites votre plus beau sourire et après on passe à la conclusion. 1, 2, 3. Ah, on refait. Ah. Ok, on recommence. On y est presque. Il y a eu un hacking technique. Ok, donc maintenant, on est bon. 1, 2, 3. Merci d'avoir allumé vos caméras. Merci à tous et toutes de nous avoir rejoints aujourd'hui pour l'IMAG. Merci pour votre participation dans le chat. Merci aux intervenants et également à l'interprète. Si jamais il vous reste des questions, on va vous projeter une slide de contact et vous aurez dans tous les cas mon email, mais on va vous montrer les contacts des intervenants si vous souhaitez continuer les discussions. Et on va aussi vous parler des prochains rendez-vous pour l'IMAG et pour Climate Change en général, avec le One Forest Summit qui approche à grands pas. Donc, le prochain numéro de l'IMAG, il aura lieu le 23 mars, encore à 15h07, 14h GMT. Et il portera sur les thématiques de sécurité alimentaire et de préservation des forêts. Et on se demandera comment les pratiques agroécologiques permettent de concilier résilience et gestion durable des forêts en Afrique. Les inscriptions, elles sont déjà ouvertes, donc pour en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le lien dans la discussion. Et ce sera certainement l'occasion de revenir sur les issues du One Forest Summit de Libreville, car l'équipe biodiversité de Climate Change sera présente au Gabon. Donc, vous pourrez aussi trouver plus d'informations là-dessus si ça vous intéresse dans le chat. Et enfin, je vais vous parler de l'IMAG numéro 4, pour celles et ceux qui s'intéressent aux questions du financement climat et en particulier du financement des pertes et dommages, qui a été un sujet assez phare de la COP27 et qui sera certainement aussi important pour la prochaine COP. Donc, on organisera un IMAG dédié au sujet le 20 avril à 15h16. 13h GMT du coup. Et les inscriptions sont aussi ouvertes. Vous pouvez trouver le lien dans la discussion et sur notre site internet, ainsi que les sujets des prochains IMAG. Donc, merci encore à tous et toutes. On vous garde un peu la slide de contact pendant qu'on vous dit au revoir. Merci encore d'avoir été avec nous. À bientôt. Au revoir et merci. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt, merci. Au revoir. Au revoir et merci. À la prochaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir et à la prochaine.